Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir à Blois où se déroule actuellement la 18e édition des Rendez-vous de l'Histoire. Cette année, les empires sont à l'honneur et à cette occasion, les étudiants de l'école publique de journalisme de Tours vous proposent durant 2 jours une série de reportages sur cette thématique. Commençons tout de suite notre voyage, non loin d'ici, à la Motte-Beuvron. Située à tout juste 60 km à l'est de Blois, cette commune chargée d'histoire a été le pied-à-terre de Napoléon III lors de son règne sous le Second Empire. Aujourd'hui encore, de nombreux éléments architecturaux et paysagers rappellent son passage pour peu que l'on sache où chercher. Damagassa et Manon Bazerque se sont rendus en Sologne sur les traces de l'empereur. Son règne n'a pas été celui des plus appréciés, mais Napoléon III laissera à jamais un souvenir impérissable ici à la Motte-Beuvron. Lors de son règne sous le Second Empire, entre 1852 et 1870, l'empereur manifeste nettement son attachement à la Sologne, la terre de ses ancêtres. Monuments et symboles traversent les siècles et rappellent aujourd'hui le passage de l'empereur dans la ville. Il va financer en partie certaines réalisations comme la mairie, la reconstruction de l'église, et il ajoute en quelque sorte de l'argent personnel à des subventions qui ont été fournies par l'État. Lors de ses venues, Napoléon III séjourne dans ce domaine. L'ancienne demeure de l'empereur existe toujours. Elle fait désormais partie du parc équestre fédéral de la Motte-Beuvron. Napoléon III a acquis ce domaine parce qu'il cherchait un domaine en Sologne. Il a voulu installer différentes fermes avec des productions différentes et des essais de production pour revaloriser la Sologne qui était une terre agricole pauvre. Mais c'est réellement avec la création du Comité central agricole de Sologne par Napoléon III que l'agriculture solognote commence son développement. Il s'est poursuivi avec le canal de la Sauldre, un canal agricole construit lui aussi en partie grâce à l'empereur. Le but ? Fertiliser le sol sologno, jugé à l'époque stérile. C'était important pour lui, de faire évoluer cette région qui était, avant le Second Empire, considérée comme l'une des plus pauvres de France. De tous les autres territoires de l'époque, seule la Sologne a bénéficié d'un tel investissement. Les sentiments personnels de l'empereur l'expliquent, ce qui fait encore dire aujourd'hui de la Sologne qu'elle fut l'enfant chéri du régime. Que reste-t-il des empires aujourd'hui? Des constructions, un patrimoine immobilier comme nous venons de le voir, mais aussi un patrimoine intellectuel, des modes de pensée, des débats identitaires. C'est cet héritage immatériel légué par l'empire colonial français que nous allons tenter de comprendre avec Jonathan van der Voort qui accueille notre invité du jour. Bonjour Pascal Blanchard. Bonjour. Vous êtes historien sur le colonialisme et l'immigration. Dites-moi, vous avancez que la génération actuelle est en train de gérer les conséquences de l'empire colonial passé. Quelles sont ces conséquences? On appelle, même il y a un terme que les historiens américains emploient, que je trouve très pertinent, c'est les éclaboussures impériales. C'est-à-dire que la génération actuelle, en fin de compte, est la 3e génération post-coloniale. C'est elle qui gère à la fois le non-traitement par les générations précédentes de l'histoire coloniale dans la digestion de cette histoire dans la société française. On a voulu tourner une page dans les années 60 et on est à peine en train de commencer à comprendre comment cette histoire a pu avoir un impact sur nous, Français, dans notre rapport au monde. Et en même temps, les immigrations venues des ex-pays coloniaux sont aujourd'hui aussi dans cette 3e génération. Ce sont des jeunes de 15, 20, 25 ans qui se posent à la fois la question de qui ils sont, que font-ils ici et quel est leur rapport à la France. Et ce double affaire, à la fois de ne pas avoir traité d'une page de notre histoire et en même temps d'avoir une histoire qui continue à travers les immigrations post-coloniales, crée quelque chose de à la fois d'étonnant, d'explosif, parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas et on ne mesure pas en quoi l'histoire coloniale a été si fondatrice pour nos identités collectives. Justement, donc aujourd'hui on a des débats autour du terme race qui revient, des débats sur les migrants. Quel chemin emprunter ce discours colonialiste ? Ce qui est très compliqué, c'est que notre pays est à la fois le pays des droits de l'homme et en même temps est un pays qui a colonisé. Donc ce pays vit une ambiguïté autour de mots comme la race, le migrant, l'identité, l'autre. Tout ça montre bien que l'on vit encore dans un questionnement, je dirais d'une sorte de bouleversement, de période transitoire qui hérite de schémas qui n'ont pas totalement été décolonisés. Aujourd'hui, avec les interventions par exemple au Mali, en Libye, dans le monde entier, en Côte d'Ivoire, est-ce que la France est encore en quelque sorte un empire colonial? Non, elle n'est plus un empire colonial, même s'il reste des territoires ultramarins. La France n'est plus une puissance impériale ni coloniale, d'abord parce qu'elle n'en a plus les moyens, et que deuxièmement, les interventions extérieures sont beaucoup plus la continuité d'une politique africaine de la France, ou en Syrie, où je rappelle que la France a eu les mandats de Syrie entre 1920 et 1940, mais on ne peut pas la qualifier de politique impériale. Ce serait faire une forme d'anachronisme d'analyse. Nous ne sommes plus aujourd'hui les maîtres
coloniaux de ces territoires. Pour autant, il y a une continuité, on n'intervient pas dans les pays qui n'ont jamais été dans l'empire colonial français. On voit bien que là, donc, il y a une continuité dans la diplomatie française, ce qu'on appelle l'ère d'influence, et ce n'est pas exactement la même chose. Merci beaucoup Pascal Blanchard. Merci à vous. Je vous souhaite de bons rendez-vous d'histoire. Si les empires au sens politique du terme n'ont laissé que des vestiges dans nos paysages, d'autres formes d'impérialisme exercent une domination nouvelle sur nos sociétés. Des impérialismes industriels, économiques, commerciaux. Aujourd'hui, certains se mobilisent face à ce qu'il convient d'appeler l'empire de la grande distribution. À Tours, agriculteurs, maraîchers et producteurs locaux se réunissent ainsi régulièrement pour faire entendre leur voix et proposer une alternative à l'hégémonie des grandes surfaces. Rodolphe Riot et Valentin Jehin nous emmènent à la rencontre de ces anti-impérialistes des temps modernes. Ce vendredi soir, Bernard Charret est sur le pont, restaurateur en Indre-et-Loire depuis près de 30 ans et président de l'association Convergence Bio. Il organise la 2e édition de ce banquet populaire composé uniquement de produits régionaux. L'occasion de promouvoir une agriculture locale et des formes de résistance face aux géants de la grande distribution. Comment on peut survivre, mais juste en s'entraidant, c'est tout. Et ça, ils peuvent rien y faire, ça se contrôle pas, ça se maîtrise pas. Donc certains feront le choix de se marginaliser totalement. Et ça veut dire quitter le système, de dire finalement j'en ai pas besoin. Je peux très bien fonctionner sans marcher. Comme Slow Food International, des associations ont rejoint le mouvement lancé par Convergence Bio et participent chaque année au marché organisé sur les bords de Loire. Leur objectif, rapprocher les consommateurs des producteurs. On peut qualifier finalement l'ensemble du système agro-industriel globalisé, c'est une forme d'empire. L'idée c'est de relocaliser les économies et un des grands champs de bataille de Slow Food, c'est la sauvegarde de la biodiversité. Une diversité que défend également Clara Dupré, maraîchère installée depuis mai dernier à Fondette, à 10 km de Tours. Je suis venue là pour me présenter, faire connaître ma production et puis faire découvrir aussi une autre agriculture, une autre façon de vivre et de manger surtout. Une alternative que propose l'agricultrice face à la puissance de la grande distribution et des industries agroalimentaires. Pour eux, tout est consommation. Et argent, nous, on ne le décrit pas du tout de la même manière. On n'a pas envie. On est plutôt sur un échange du réseau. C'est humain, quoi. On est vraiment plus sur l'humain. Face à ces critiques, les acteurs de la grande distribution que nous avons contactés ont préféré rester muets. Nous restons dans le domaine de l'agroalimentaire et revenons dans les rues de Blois. C'est ici qu'a été fondée l'usine Poulain, passée d'entreprise familiale en 1848 à multinationale en 1988. Grâce à une communication avant-gardiste, la firme blésoise a bâti au fil du temps un véritable empire du chocolat. Julien Privat et Eva Deniel nous dévoilent les recettes de la marque et de son image. À Blois, dans le quartier de la Gare, planait autrefois l'odeur caractéristique du chocolat. Quelques édifices témoignent encore de ce passé, les anciens ateliers et surtout le château de la Villette. C'est vraiment la consécration pour Victor-Auguste Poulain qui fait construire son propre château au milieu de son usine en 1872. Victor-Auguste Poulain fonde sa chocolaterie en 1848. Sa recette remporte un succès fulgurant. Victor-Auguste Poulain avait déjà donné une ampleur nationale à la marque qu'il a créée, puisqu'il avait déjà des magasins et des dépôts un peu partout en France. Mais Albert Poulain, dont on parle finalement très peu, qui est un peu dans l'ombre du père, a donné une dimension industrielle et pratiquement internationale à Poulain. Pour développer la marque au cheval, Albert Poulain s'appuie sur une communication bien rodée. La maison de la BD expose ses affiches publicitaires et ses objets dérivés. D'ailleurs, Poulain est surtout connu pour ses chromolithographies, autrement dit ses images. En 1900, pas moins de 350 000 étaient produites. Les images, en fait, c'était un peu le compromis entre le produit dérivé et l'affiche publicitaire. Une fois par semaine, le vendeur, en fait, donnait ces petites images aux enfants. Ça permettait, en fait, que cette publicité rentre chez les gens. Aujourd'hui, l'usine est imposante, même si l'Empire Poulain a été racheté par un géant américain. Il subit la crise du cacao. En 2 ans, sa production a baissé de moitié. Ce magazine touche à sa fin. Avant de le refermer, sachez que sur cette journée de samedi, plusieurs événements et conférences s'offrent à vous. Lina Bensonoussi vous en offre une petite sélection non exhaustive. Pour cette 18e édition, le programme est comme d'habitude riche en découvertes. Nous en avons sélectionné 3. Premier conseil, ce matin, une exposition ouvre ses portes sur les soldats de l'image. Ils ont couvert des conflits avec comme seule arme appareil photo et caméra. C'est une exposition à découvrir pendant 2 semaines, jusqu'au 23 octobre. Dans tout autre registre,
le sport et son rôle fédérateur à travers les époques. Cet après-midi a lieu une conférence sur la France et ses champions sportifs issus des colonies ou de l'immigration. C'est à 15 h à la Fabrique. Si pour vous, Empire rime avec Dark Vador ou Fantomas, une conférence originale vous attend demain sur l'Empire du Mal au cinéma. Ça se passe de 10 h à 11 h à la salle capitulaire du conseil départemental. Ainsi s'achève ce premier magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous demain pour notre second numéro animé par Dame Agassa. Merci et à demain.